let's go. Alors les nouvelles fermes, c'est une société, c'est une SAS. On a levé des fonds pour pouvoir se développer. On est des agriculteurs qu'on appelle intégrés. C'est-à-dire qu'on a 4 cœurs de métier. C'est-à-dire qu'on conçoit des fermes, on les bâtit. Ensuite, on opère ces fermes et enfin, on commercialise ces produits. Donc on a tous ces cœurs de métier-là dans la boîte, ce qui fait qu'on est 25 aujourd'hui. On a démarré donc en 2019 avec une première petite ferme dans laquelle on a fait plein d'erreurs. C'était vraiment l'objectif d'apprentissage par l'erreur pour capitaliser sur du savoir. Dans les startups, on appelle ça du big data, nous on appelle ça du savoir paysan, mais c'est la même chose. Il y a très peu de capitalisation scientifique aujourd'hui sur l'aquaponie, simplement parce que c'est une méthode culturelle qu'on a oubliée. Comme beaucoup de méthodes culturelles qui sont dans l'environnement du bon sens. Donc en fait, on a bâti cette première ferme, 1000 m², une petite, et au bout de 3 ans, on a bâti celle-ci, donc ce qu'on appelle un POC dans le jargon, une preuve de concept, qui a pour ambition de prouver que commercialement, l'aquaponie c'est viable. Donc on est assez fiers parce que cette année, en 2024, on a atteint pour la première fois le million d'euros de chiffre d'affaires à l'hectare. C'est possible en ville de pouvoir avoir un tel niveau de chiffre d'affaires. Et pour autant, nos produits sont vendus ici pour les 2 tiers, chez Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Monoprix, dans un rayon de 15 km, à des tarifs 15% moins chers que le bio. Donc on est vraiment à mi-chemin entre le bio et le conventionnel. Une salade en ce moment, conventionnelle, ça va être 1 euro en gros, en rayon de supermarché. La salade bio peut-être à 1,40, nous on est à 1,20 à peu près. Notre ambition, c'était vraiment de s'adresser au plus grand nombre. Se dire comment on peut faire pour bien manger demain. Surtout quand on est citadin. Quand on est citadin, la plupart du temps, ce qu'on mange, on l'a importé de loin, de la France ou de l'étranger. Et pourtant, les villes, pendant longtemps, ont été productrices de fruits et légumes notamment. La plupart des grandes villes françaises étaient entourées de couronnes maraîchères. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Bordeaux aussi. Et au début du XXe, ces couronnes maraîchères ont commencé à être mitées par le développement urbain. Et ce grignotage-là a fait disparaître une paysannerie urbaine qui, le matin même, prenait ses poireaux, les mettait sur son chariot et les vendait ensuite sur les places centrales de la ville. C'était circuit court, c'était local, c'était ultra frais. Cette couronne maraîchère-là a quasiment disparu, il y a quelques pointillés. Et donc notre rôle, c'est de trouver du foncier. Du foncier dans le jargon qu'on appelle pourri, que personne ne veut, en général bruyant, pollué. Donc on ne s'installe pas sur des terres qui pourraient être cultivables en pleine terre. C'est pas le but. Donc artificialisé en général, des vieux parkings, bitumés, etc. Donc on s'installe dans ces interstices de la ville pour recréer du métier primaire en ville. Donc oui, on peut être agriculteur, producteur, et que ça soit son activité principale en ville. La raison principale à ça, c'est qu'on a une promesse, on veut faire du coupé du jour. C'est-à-dire que nos produits, quand ils arrivent à 8h du mat sur les étals des super et des hypermarchés, eh bien, ils ont été coupés maximum il y a 3 heures. Alors que le délai moyen de présentation d'une salade, d'un aromate, des tomates, ce qu'on peut faire aujourd'hui dans nos serres, c'est 3 jours. Le problème de base là-dedans, c'est que qu'est-ce qui fait le goût des produits qu'on consomme? Leur qualité, ce qu'on appelle organoleptique, le goût et les nutriments qu'il peut y avoir dedans. C'est le délai entre la cueillette et la bouche. Plus ce délai est court, mieux c'est d'un point de vue plaisir gustatif ainsi que nutritionnel. C'est pour ça que la serre ouvre en général à 4h ou à 5h du matin pour à 7h du matin envoyer les camions, nos camions, qui sont pleins de palettes de cagettes et qui vont distribuer dans un rayon de 15 km. Il faut savoir une chose aujourd'hui, c'est que la plupart des produits frais qu'on consomme en France et en Europe, leur prix n'est pas le vrai prix. C'est des agricultures en général qui sont subventionnées, mais surtout pour les grandes tailles. Donc si on veut avoir un modèle productif qui soit rentable pour nous, par exemple, il faut qu'on ait 6 hectares de ferme. Aujourd'hui, on en a 0,6. Cette année, on va bâtir 2 hectares de plus au port de Paris et l'année prochaine, aussi 2 hectares de plus. Il y a forcément des besoins d'économie d'échelle et de mise à l'échelle, ce qui est assez contradictoire quand on s'installe en ville parce que justement il y a une précarité de la disponibilité du foncier. C'est pour ça qu'on ne s'installe pas en pleine ville, qu'on ne s'installe pas sur les toits. C'est aussi parce que quand on produit des produits frais comme nous, on est des centimiers. On va gagner quelques centimes à chaque produit qu'on vend. Et donc on ne peut pas se permettre de bâtir des serres qui vont coûter 1000, 2000 euros du mètre carré. Donc ici on est à 200 euros du mètre carré. C'était notre objectif. Et on va prendre le meilleur du low-tech et le meilleur du high-tech. Ce qui fait que l'ensemble de la serre est connecté. Et pour autant, la plupart des systèmes qu'on a pu mettre en place sont des systèmes très peu coûteux. Donc il a fallu être malin. On a fait pas mal de R&D. D'ailleurs, 80% de la serre ici est en cours de dépôt de brevet pour trouver ces solutions-là. Donc oui, la tentation des toits. Et j'avoue que ça a été la mienne au départ. Mais en fait, c'est pas sur des toits qu'on peut avoir 1 hectare ou 2 hectares. Et pour autant, on a besoin de ces tailles-là si on veut être agriculteur en ville demain et pas que animateur de quartier ou formateur ou espace d'événementiel au restaurant. Si on veut être d'abord et avant tout producteur agricole, eh bien il faut de la place. C'est pour ça que des modèles hyper-centres sont un peu plus compliqués à trouver.
2 tiers grande et moyenne surface, 25% restaurant, ce qu'on appelle la RHD, restauration hors domicile. 10% c'est du B2C, donc principalement des gens qui commandent des paniers. Et on a différents points de récolte dans l'ensemble de la métropole où ils peuvent venir chercher leur panier ensuite. Ils commandent sur notre site et voilà. Et peut-être 1% c'est les visites. Mais la plupart du temps, comme on est souvent sollicité pour des visites, on fait 2 portes ouvertes par an. Et ça nous permet de mettre tout le monde à ce moment-là parce que le reste du temps, il faut qu'on bosse, quoi. On va se pousser les plantes, qu'on les récolte, quoi. On est dans une serre qui est froide, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas et on n'éclaire pas artificiellement. On ne fait que des produits de saison. Une salade en hiver va mettre 12 semaines à pousser quand elle mettra 6 semaines en été. Donc il a fallu qu'on travaille pas mal sur les semences. On travaille avec des semenciers, faire ses propres semences, c'est un vrai métier. Donc on n'achète pas des plants, on sélectionne des graines et après on fait nos propres semis. Donc on a un semoir automatique et après on a encore beaucoup de semis qui se font à la main. On attache vraiment un point particulier sur l'émission de déchets de la serre et essayer de circulariser le plus possible. C'est le principe de base de l'aquaponie, mais comment on peut le faire plus loin. Aujourd'hui, en fait, nos poissons, les têtes, arêtes et queues sont ensuite transformés en soupe qu'on commercialise. Les peaux sont tannées en cuir. Et donc on a une tanneuse sur le bassin d'Arcachon qui en fait des bijoux ensuite. Les derniers déchets qui nous restent, parce qu'on ne rejette pas d'eau, on rejette zéro eau. C'est hyper important parce qu'en aquaponie c'est assez rare. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver le bon équilibre entre la quantité de poissons et donc de déjections émises et les besoins des plantes. Et cet équilibre-là, c'est à peu près d'un tiers, 2 tiers. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est en gros 1 tiers poissons et 2 tiers végétaux. Et donc les principaux déchets qui nous restent, ce sont les racines et le parage des salades ou des plantes qu'on peut avoir. Et donc là, on les fait composter. Ça coûte beaucoup moins cher de les faire composter que de les composter nous-mêmes. Puis de toute façon, on n'est pas en pleine terre, donc on n'a pas besoin de cette matière-là pour la réutiliser ensuite, quoi. On est des pionniers et étant pionniers, on n'est pas les seuls, hein. Il y a pas mal de pionniers en ce moment dans le monde agricole. On est fragile. On est fragile et c'est pour ça que le modèle économique est un sujet clé. Vraiment se poser la question de pourquoi je me lance dans l'agriculture. D'ici 2030, il y a la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite. Donc la plupart des agriculteurs qui vont développer l'agriculture en France demain sont des gens qui, comme toi et moi, étaient dans leur bureau climatisés avec leur tapis de souris. Je pense que l'agriculture a besoin de ce regard un peu what the fuck. De personnes qui ne sont pas issues du monde agricole. Pour dire, mais les gars, comment ça se fait qu'on fasse ça depuis 70 ans en fait ? Il y a d'autres solutions qui sont possibles et qui permettraient éventuellement de blesser un peu moins notre planète et notre santé. Donc des solutions existent. Ce qui compte, c'est qu'on voit énormément de motivation de gens qui ont envie de s'investir dedans, mais souvent peut-être avec un regard un peu candide. Le sujet de base, si on veut se lancer dans l'agriculture, c'est d'abord et avant tout comment je vais faire pour bouffer à la fin du mois. Et pas que mes produits. Le sujet de la rémunération et donc du business model est un sujet clé. Si on veut avoir demain une agriculture nouvelle qui soit pérenne, il faut travailler ça, c'est la clé de voûte d'un sujet qui dure et qui se duplique. Donc là c'est un bassin d'affinage, en fait on fait geler les fruits pendant une semaine avant de